Bonjour à tous, c'est Edrey et bienvenue dans cette série où je reprends chacun des objectifs de mon cours, chacune des difficultés du cours et je fais des explications détaillées pour atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui, on est dans le cadre du deuxième degré, on a déjà vu l'application de la formule du delta et on va travailler sur l'objectif, donc utiliser le produit nul pour se ramener à des équations de degré 1 ou 2 et ça va de pair avec factoriser, utiliser ordinaire pour utiliser le produit nul puisque c'est un petit peu l'étape juste avant. D'ailleurs, les deux exemples que je vais faire vont travailler les deux objectifs d'affilée. L'objectif pour lequel, la raison pour laquelle on va faire cet objectif-là, eh bien, on est toujours sur la résolution d'équations. Hein. On permet ici de résoudre des équations de degré supérieur. Par exemple, ici, vous voyez que les deux exemples sont de degré 3, puisqu'il y a des exposants 3 sur les x au moins, et au plus d'ailleurs. Et donc ici, on est vraiment sur trouver des solutions à des questions qui ont été mises en équation. Donc généralement, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Enfin, dans la vie de tous les jours. On fait vraiment des équations de degré 3 dans la vie de tous les jours. C'est plutôt dans certaines applications, on va plutôt dire. Dans certaines applications, on a un contexte qui nous amène à être mis en équation. Ça peut être de l'économie, ça peut être de la géométrie, ça peut être autre chose. On fait une mise en équation et là, on arrive sur une équation de degré 3 et au vu du contexte, on a besoin de trouver les solutions d'une équation ou d'une dérivée plus tard, quand vous aurez vu les dérivées très souvent, par exemple. Et à ce moment-là, du coup, on passe à une résolution d'équations. Et donc voilà, l'objectif ici, c'est vraiment de permettre de résoudre des équations un peu plus avancées. Donc maintenant, grâce au produit nul, on va pouvoir faire des équations de degré supérieur. Alors, pas toutes. On va pouvoir en faire certaines. Il y a des méthodes génériques de résolution des équations du 3e degré, du 4e degré. Mais à partir du 5e degré, c'est fini. Et en fait, pour vous dire, le 3e degré, je l'ai vu et je ne l'ai jamais utilisé. Le 4e degré, je l'ai même pas vu, alors que ça existe, et que j'ai fait spécial maths. Donc voilà. Il y a d'autres méthodes qu'on commence à utiliser, où on se débrouille avec ce qu'on a. Enfin, voilà. Il faut savoir qu'à partir du 3e degré, on se débrouille comme on peut. Et comme on peut, c'est par exemple ce qu'on fait maintenant. C'est un des exemples qu'on peut faire. Et certaines équations du 3e degré, on peut les résoudre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, donc l'astuce, c'est que vous avez actuellement des méthodes. Si vous êtes devant cet exercice-ci, devant cette vidéo-ci, c'est que vous devez savoir résoudre des équations du premier ou du 2e degré, n'importe lesquelles. Premier degré, il suffit d'isoler x. 2e degré, il suffit d'appliquer la méthode du delta ou du rho. Moi je dis delta, mais c'est un peu pareil. Donc allons-y dans cet exemple-ci, on va voir comment ces deux outils-là, plus le produit nul, va permettre de résoudre des équations de degré supérieur. La clé, ben, je l'ai dit, c'est le produit nul. Donc je vais commencer par rappeler ce que c'est le produit nul. Le règle du produit nul, petit rappel, je me mets un petit peu en dessous, hop. La règle du produit nul, c'est l'idée suivante. Vous prenez deux nombres dans votre tête. Choisissez deux nombres, là maintenant, de sorte que leur produit, la multiplication, fasse 0. Trouvez deux nombres dont le produit fait 0. Une fois que vous en avez un, faites pause si vous n'avez pas le temps, mais une fois que vous en avez un, trouvez-en un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Faites pause de nouveau si vous voulez. Là maintenant, je suis certain que dans votre tête, vous avez pris 0 fois quelque chose. Donc, c'est très très clair que si vous prenez un nombre A qui est 0 ou un nombre B qui vaut 0, et que vous regardez le produit A fois B, bah forcément, si vous aviez déjà 0 soit dans A, soit dans B, si un des deux nombres que vous aviez choisi était déjà 0, alors le produit fait également 0. C'est cette flèche-là. Si vous prenez 0, bah le produit fait 0. C'est assez évident parce que 0 fois quelque chose, ça fait 0. C'est ça que je viens d'écrire avec cette flèche. Ben, c'est pas cette flèche qu'on va utiliser. Celle-là, elle est assez évidente. Celle qui est un peu moins évidente et beaucoup plus utile, c'est l'autre. C'est cette flèche dans l'autre sens. Cette flèche dans l'autre sens, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, elle veut dire essayer de me trouver un produit qui est 0 sans déjà utiliser 0 dans les nombres que vous utilisez. Donc, quelque chose de non nul fois quelque chose de non nul, est-ce que ça peut faire 0? Eh bien, non. Non, et c'est ça que veut dire cette flèche. Cette flèche, donc de gauche vers la droite, elle veut dire que si le produit est 0, c'est qu'il y avait d'office déjà un 0 dans les facteurs de produit. Il n'y a pas d'autre possibilité que de déjà avoir un 0. Autrement formulé, connaître le fait que le produit soit nul, c'est équivalent à connaître le fait qu'un des deux facteurs du produit est déjà nul. Mais ça va nous être utile puisque vous allez voir qu'on va pouvoir du coup diminuer de degrés puisque le produit, hein, quand on parle de degrés, c'est un exposant élevé, par exemple un exposant 3 du x cube. Eh bien du x cube, ce n'est que du x carré fois du x. C'est un peu ça qu'il faut avoir en tête, c'est que si on sait qu'un truc du 3e degré est égal à 0, bah il y a des chances que ce soit un produit du 1er et du 2e degré. Et du coup, il y a moyen de simplifier l'équation pour réussir à le trouver. Alors quand je dis il y a des chances, c'est parce que de temps en temps, c'est pas le cas.
Ou de temps en temps, c'est pas le cas dans les nombres réels. Pour ceux qui voient plus loin, il y a d'autres trucs. On en parlera plus tard. Mais voilà, c'est pas toujours le cas. Et donc, si c'est pas le cas, eh ben tant pis. Eh ben cette méthode-ci, elle fonctionne pas. Peut-être qu'une autre méthode va fonctionner, ou peut-être que juste il y a pas de méthode qui va fonctionner. Il va falloir se débrouiller autrement. Mais bon, voilà, c'est du cas par cas. Forcément, ici, vous vous doutez bien que si on vous donne cet exercice-ci dans le cadre ici, moi c'est un cours de 4e en Belgique. Je crois que c'est de la 2e en France. Bah, dans ce cas-là, si on vous donne cet exercice-là, bah, c'est qu'on sait le résoudre. Hein, voilà. Jouez pas trop au jeu du oui, et si je change le plus 3 par un plus 4, bah ça risque juste de ne pas marcher. Donc voilà, ça c'est le produit nul, je vais en avoir besoin beaucoup dans cette vidéo. Eh bien, allons-y sur le premier. Donc l'idée fondamentale derrière le produit nul, c'est que si j'ai un produit qui est nul, je peux le décomposer en chacun des facteurs qui est égal à 0, et donc des équations plus petites, plus faciles à résoudre, et notamment de retomber sur des degrés 1 ou 2 que je sais déjà résoudre. C'est ça l'astuce. Et donc il va falloir transformer en un produit. Bah, ça porte un nom en maths, transformer en un produit, c'est factoriser. Et donc on va factoriser dans le but d'appliquer le produit nul, dans le but de se ramener à du premier ou du deuxième degré. Voilà, tout ça c'est très théorique, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec les notions que j'ai évoquées. On va revoir un exemple concret, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple avec un exemple. Donc là, je vais partir du premier exercice, donc 18x³ moins 36x carré plus 9x égale 0. Et donc la première étape, c'est de factoriser. Bah, vous avez plein de techniques de factorisation, mais pas plein qui s'appliquent à du degré 3 par exemple. Ici en fait, si le degré c'est 1 ou 2, bah, vous savez déjà le résoudre. On peut factoriser un deuxième degré en premier degré, mais ça ne sert souvent à rien. Souvent, autant appliquer le delta ou voir les solutions tout de suite. Dans certains cas, ça va plus vite. Ici, là, pour le troisième degré, eh bien, on va devoir factoriser. Qu'est-ce qu'on a comme méthode de factorisation? Eh bien, on en a globalement deux. C'est pas compliqué, on en a en troisième degré, on en a globalement deux. La première, c'est la mise en évidence, bah, c'est le premier exercice. Et la deuxième, bah, c'est ordinaire, c'est le deuxième exercice. Donc, allons-y sur la mise en évidence. On remarque ici, d'abord, dans quel cas est-ce que je sais que je vais partir sur une mise en évidence? Eh bien, de la même manière qu'on avait fait ça pour le deuxième degré, c'est quand il n'y a pas de terme indépendant ici. Il n'y a pas un plus un nombre. J'ai du x³, j'ai du x carré, j'ai du x, et j'ai pas un nombre. Ce qui veut dire que dans tous mes termes, il y a x, et donc je vais pouvoir mettre x en évidence, et donc, bah, x c'est du degré 1, et donc, bah, il va rester que du degré 2, et donc je peux résoudre avec ce que je connais pour résoudre les degrés 1 et degré 2. C'est ça qui va vous mettre sur la voie de il faut faire une mise en évidence. On met toujours un maximum en évidence, hein, comme ça on a des nombres plus petits. Donc qu'est-ce qu'on a en évidence dans les nombres 18, 36 et 9? Eh bien dans ce cas-là, on voit 9 en commun. Mettre 9 en commun. Et au niveau des x, je vois du x³, du x carré et du x. Eh bien on va mettre x en commun. C'est le plus possible qu'on puisse mettre en commun. Et il reste donc 2x carré moins, alors 9 fois 4, c'est bien ça? 9, 18, 36, parfait. Oui, je vérifie toujours, c'est important. Égal 0. Voilà, on vérifie qu'on ne s'est pas planté, c'est dans ce moment-ci qu'on peut planter, c'est pour ça que j'ai refait le calcul pour le 9 fois 4 égale 36, alors que bah c'est connu, mais bon, on vérifie. Voilà, une fois que j'ai ça, on va pouvoir faire le produit nul. Petit commentaire avant de le faire. Remarquez bien que le fait de mettre x en évidence, c'est ça qui va me permettre de me ramener ici. Maintenant, j'ai bien quelque chose du premier degré et quelque chose du deuxième degré. Si j'avais pas mis les x en évidence, j'aurais du degré 3 encore et donc ça ne marchait pas. Donc c'est vraiment le x qu'il fallait mettre en évidence. Tandis que le 9, à mettre en évidence, c'est juste sympathique. Hein. J'aurais plus facile à calculer mon delta si j'ai mis le 9 en évidence. Mais c'est tout. Donc le 9, il est optionnel, le x, il est vraiment important. Eh bien, let's go. Donc le produit nul, il vous dit que le produit, il est où? Il est là. C'est la mise en évidence qu'on a faite. Et donc le produit nul vous dit que la première chose égale à 0 ou la deuxième chose est égale à 0, c'est équivalent à ce que leur produit fasse 0. Donc soit le premier vaut 0, soit le deuxième vaut 0. Voilà, c'est ça que vous dit le produit nul, c'est que les deux sont équivalents. Et maintenant, on a deux équations à résoudre, au lieu de une. Et les équations sont les mêmes, c'est bien ça que veut dire le signe d'équivalence ici à gauche. Donc je résous indépendamment maintenant les deux équations, comme si c'était deux exercices que je commençais maintenant. 9x est égal à 0, bah c'est très facile, on divise on divise les deux membres de l'égalité par 9, de manière à isoler x. 0 sur 9, ça fait 0. Et à droite, on a une équation du deuxième degré, donc on va partir sur un delta. Alors, je vais l'écrire après. On calcule, delta est égal à. Alors, b carré
moins 4 AC. Je fais attention au signe, c'est bon, oui. Alors, on a donc 16 moins 8, ça fait 8. Et donc, x1, x2, ça fait donc quoi? Moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Ça fait quoi? Ça fait donc 4 plus ou moins, alors racine de 8, on peut le décomposer, si vous ne connaissez pas tout de suite, divisé par 2, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc racine de 8, en fait, c'est la même chose que racine de 2 au cube. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'exposant pair. 2 fois 2 au carré. Le 2 au carré, il peut sortir. Et il reste 2 racines de 2. Voilà. Et le dénominateur, je vais laisser 2 fois 2. Je vais laisser 2 fois 2. Pourquoi? Parce que je vois que ça va se simplifier. Pourquoi je vois que ça va se simplifier? Parce que je vois qu'il y a des nombres pairs ici, ici et ici. Donc, il y a une simplification à faire. Je vous renvoie vers la vidéo sur la difficulté pour savoir comment simplifier et surtout comment ne pas simplifier. Si vous avez envie de simplifier 4 et 2 ici, à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas compris cette difficulté. Je vous renvoie vers la vidéo en question. C'est une faute de priorité des opérations. Il faut bien mettre en évidence ici pour simplifier, de manière à contourner ce problème de priorité des opérations. C'est pour ça que je n'ai pas calculé le 2 fois 2 au dénominateur, puisque de toute façon, je vais en simplifier. Ça, c'est l'expérience. Hein. Au début, évidemment, on multiplie 2 fois 2, et puis on redivise par 2. Mais c'est pas très important du tout. Voilà, on a donc nos deux solutions pour cette équation de droite, plus une solution pour l'équation de gauche. Et donc nos trois solutions, hein, si on veut écrire l'ensemble des solutions, si on veut écrire nos trois solutions pour l'équation qui nous était demandée, c'est-à-dire 18x cube moins 36x carré plus 9x égale 0, eh bien dans ce cas-là, j'en ai 3, j'ai 0, et puis j'ai les 2 que j'ai obtenus ici avec mon équation du deuxième degré, c'est-à-dire 2 plus ou moins racine de 2 sur 2. C'est bien deux solutions. Quand on écrit le plus ou moins, c'est une solution avec le plus, une solution avec le moins, ça fait bien deux solutions, plus le 0, ça fait 3 solutions. Pour la vérification, le 2 plus ou moins racine de 2 sur 2, j'ai pas trop envie de les vérifier, parce que ça va prendre... j'ai plus de chances de me tromper en fait dans la vérification que de refaire mon calcul une deuxième fois pour être sûr que je me suis pas trompé. Du coup, je vais plutôt juste vérifier le 0, et en fait, le 0, on le voit tout de suite, puisque le 0, il y a du x partout. Donc, si le x vaut 0, bah, ça fait 0 plus 0 plus 0, ça fait 0, super, la solution est bonne. Donc, cette solution-là, il n'y a aucun problème. Donc, si j'étais en évaluation, bah, je referais mon calcul du delta ici, pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Vous savez où est-ce que vous devez faire attention quand vous faites les calculs du delta, vous savez où vous pouvez vous planter. Dernier commentaire pour cet exercice-ci, c'est notamment cette étape-ci. Hop là, trompé de bouton, excusez-moi. Hop, du coup, il râle. Oups. À cette étape-ci, je disais, il y en a certains élèves qui ont envie de développer. Ils voient 9x fois une parenthèse, ils ont envie de faire une distributivité. Alors, si vous faites ça, j'allais dire c'est très grave. Oui, enfin, c'est pas grave mathématiquement, c'est pas ça, mais c'est grave en termes de compréhension de l'exercice. Pourquoi? Parce que si vous avez compris que le but de la stratégie de résolution, c'est de factoriser dans le but de faire un produit nul, ben la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de distribuer. Et donc si vous distribuez comme ça de manière un peu automatique, c'est que vous êtes trop sur le comment faire, vous avez trop été entraîné à avoir une distributivité et à la faire, sans pour autant savoir pourquoi vous faites cette distributivité. C'est ça qui est grave, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous savez juste comment vous les faites, et donc c'est la porte ouverte à plein d'erreurs de compréhension, de stratégie, etc. Et surtout à commencer à créer un espèce de flou, vous allez perdre le sens de pourquoi vous le faites, et donc vous allez vous retrouver dans un espèce de nuage à ne jamais savoir exactement ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut essayer de clarifier. Si vous n'avez pas compris ce passage-là, je vous invite à revenir sur la vidéo, au moment où j'ai expliqué pourquoi on allait faire une factorisation qui allait amener à un produit nul, qui allait amener à des résolutions. C'est que vous n'avez pas compris quelque chose à ce niveau-là. C'est vraiment important. Cette erreur-là, elle semble pas très importante, mais elle est très révélatrice d'un problème généralement de compréhension et même parfois de vision globale des mathématiques, c'est-à-dire de trop essayer de savoir comment faire et pas essayer de comprendre le pourquoi on le fait. Savoir faire une mise en évidence, une distributivité, c'est bien. Savoir pourquoi on l'a fait, c'est beaucoup plus important. Voilà pour le premier exemple. On va continuer sur le deuxième. Hop. Alors le deuxième exemple, donc il ressemble assez fort au premier, hein, si vous remarquez. Il y a juste une petite différence, je vous laisse chercher la chose qui va faire que la stratégie ne va pas être la même.
Voilà, vous avez l'occasion de faire pause si vous voulez réfléchir. Sinon, la réponse, c'est que dans le premier cas, j'ai dit ce qui nous mettait sur la voie de la mise en évidence, c'est qu'il y avait du X dans tous les termes et qu'il n'y avait pas de terme indépendant. Ici, il y a un terme indépendant. Allez, décidément, il râle. Il y a un terme indépendant, c'est moins 16. Et donc, la mise en évidence ne fonctionnera plus. Je peux mettre 2 en évidence. Oui, super. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce que je vois qu'il y a des 2 partout. Comme je veux dire, on peut directement diviser tous les 2 membres de l'égalité par 2. C'est-à-dire multiplier par un demi. Hein. C'est plus lisible si j'écris comme ça. Évidemment, si je multiplie à gauche par un demi, je multiplie à droite par un demi. Sauf que, évidemment, à droite, 0 fois un demi, bah, ça fait 0. Il n'y a pas d'effet à ce niveau-là. Par contre, le fois un demi, bah, hop, on peut distribuer sur tout le monde. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour tout diviser par 2. Ce qui fait x cube plus 3x carré moins 6x moins 8. Voilà. Pour l'instant, super, j'ai fait une mise en évidence. La vraie question est, est-ce que ça m'a aidé? Bah, pas vraiment. Bah, ici, ça m'a pas aidé même du tout, en fait. Ce qui est plus pratique, c'est qu'on a des nombres plus petits. C'est du confort. Mais le confort, c'est pas ça qui nous permet de résoudre l'exercice. Donc, non, pour l'instant, ce que j'ai fait n'a servi à rien pour avancer vers la résolution de cette équation. Qu'est-ce que je vais faire alors? Ben voilà, j'ai plus la mise en évidence possible parce qu'il y a le 8 et donc je ne peux mettre en évidence. Hein. Typiquement, il y a par exemple, allez, je vais montrer une erreur qui arrive de temps en temps. C'est de se dire, ok, bah, si je veux que des x pour faire une mise en évidence, bah, comme souvent en maths, quand je veux un truc, bah, je m'arrange pour l'avoir. Ah, j'ai que des x, je me suis débarrassé du moins 8 en faisant plus 8. Et du coup, bah, je peux mettre x en évidence. Et puis là, il y a des élèves qui appliquent la règle du produit nul, x vaut 0 ou ça fait 0. Bah non, non, parce que le produit, il est pas nul en fait, hein, puisque vous avez un 8. C'est mon produit, ouais, j'ai un produit, super. Excellent, j'ai un produit. Il est là, mon produit. Sauf qu'il n'est pas nul, mon produit. Donc on n'applique pas la règle du produit nul sur un produit qui n'est pas nul. Hein, donc non. Et donc ce que ça montre, c'est que cette stratégie de mise en évidence, bah, elle montre ses limites, simplement. Ça marche plus. Et bah, cette stratégie ne fonctionne plus. Donc on va faire autre chose. Ok, bah, tant pis, on efface. Si ça marche pas, on fait autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est pas compliqué, il nous reste une seule possibilité pour factoriser. Quand on a du 3e degré qui a pas... Alors, il y a la méthode des groupements qui fonctionne parfois, hein, si vous l'avez vu, si vous voyez de quoi je parle. Sinon, c'est vraiment pas le truc le plus important du monde. N'allez pas revoir ce que sont les groupements, sauf si vous voulez vraiment continuer en spécial maths derrière, là, ça peut être utile. Mais pour la plupart des élèves, c'est pas utile, du moins, je l'utilise aucune fois dans mon cours de 4e, c'est dire. Voilà, de 3e degré, ce qu'on va faire, c'est plutôt la seule solution qui nous reste, du coup, c'est Horner. Alors, Horner, je vais formuler autrement. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à parler de la division euclidienne et de Horner. Non, la division euclidienne, c'est Horner. Horner, c'est juste une disposition différente pour que ce soit plus visuel. Parce que si on fait la grande division écrite avec des polynômes dedans, bah, il y a plein de x dans tous les sens. Et voilà, ça marche. Mais c'est la même chose, en fait. Hein. Cette division écrite, ou alors la méthode de Horner, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Aucune. Absolument aucune. C'est juste que dans Horner, on ne garde que les coefficients, parce que c'est finalement ça qui est vraiment important. Les coefficients et le rang, c'est-à-dire le x cube, le x carré, le x et le terme indépendant. Mais c'est tout, sinon c'est pareil. Donc voilà, comment est-ce qu'on va faire pour Horner? Eh bien, on va se baser sur un ancien théorème. L'ancien théorème, je dis un ancien parce que je ne suis jamais tombé sur un élève qui se souvenait de ce théorème, donc peut-être que ça arrivera dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Désolé. C'est un théorème qui disait que voilà, si vous avez, ici vous avez un polynôme, on va dire p de x. P de x égale x cube plus 3x carré moins 6x moins 8. Eh bien, le théorème, c'est la loi du reste. Il vous dit que quand vous évaluez votre polynôme en un nombre, genre 5, eh bien, cette valeur-là, donc vraiment, ça c'est remplacer x par 5. Hein, donc c'est bien 5 au cube plus 3 fois 5 au carré, moins 6 fois 5, moins 8 égale 0. Eh bien, le nombre que vous obtenez là, j'ai la flemme de compter, mais ce nombre-là, c'est exactement le reste de la division euclidienne de ce polynôme. Ça, donc, le polynôme, ça, p de x. Vous vous rappelez, si je vous dis dividende égale diviseur fois quotient plus reste, eh bien, on a la même chose pour les polynômes. Dividende égale diviseur. Alors, le diviseur ici, vu que j'ai remplacé par 5, le diviseur, c'est x moins 5. Fois, il faut calculer le quotient, je vais l'appeler q de x, plus un reste. Alors, le reste, il est de degré inférieur à 1 au diviseur, et donc c'est un nombre. Eh bien, ce nombre-là, c'est exactement P de 5.
Je vous invite à regarder une deuxième fois ça si vraiment vous voulez le comprendre à 100%. Il y a beaucoup de personnes qui l'oublient celui-là. Hein. Donc en gros, une phrase, la loi du reste, c'est le reste de la division du polynôme par x moins a. Ici, mon a, c'est 5. Là. Le reste de la division du polynôme par x moins a, c'est p de a. De manière générale, p de x égale x moins a fois un certain quotient plus p de a. C'est ça que vous dit ce polynôme. C'est que le reste, c'est exactement p de a. Quand on divise par x moins a, le reste, c'est p de a. Ça, c'est la loi du reste. Alors, en quoi elle m'intéresse, cette loi du reste? Et bon, c'est un peu abstrait. Il y a beaucoup de personnes qui ici passent un peu la partie se rappeler de la loi du reste pour aller directement à la résolution. Mais ce que je vous dis, cette loi du reste, c'est que un polynôme, s'il est divisible, donc ça veut dire que s'il est divisible, ça veut dire que x moins a fois un quotient, bah, ça tombe tout pile. Il n'y a pas de reste. Le reste est nul. Eh bien, être divisible, ça veut dire donc que p de a vaut 0. P de A, donc ça veut dire que si je remplace dans mon polynôme x par un nombre et que ça fait 0, eh bien c'est équivalent au fait de connaître la factorisation du polynôme. Donc si j'efface tout ça et que je redis en une phrase ce qu'il faut retenir de cette partie sur la loi du reste, c'est une partie très abstraite, il y a beaucoup de personnes qui ne se souviennent pas, et effectivement, moi-même, au moment où je l'ai apprise, je ne percevais pas la portée de ce résultat. Mais ce résultat, il vous dit qu'en fait, les racines d'un polynôme, là où ça s'annule, et la factorisation, c'est la même chose. Voilà, c'est ça que vous dit la loi du reste. Connaître les racines, ou connaître la factorisation, c'est pareil. Et donc, si je veux factoriser ici, eh bien, il faut que je trouve les racines. Ouais, sauf que là, il y a un truc con. Il y a un truc très con. Puisque la stratégie de mon exercice ici, c'est justement... Enfin, mon objectif, c'est de trouver les racines. Et la manière dont j'aimerais y parvenir, bah, c'est de factoriser. Sauf que si pour factoriser, j'ai besoin de connaître les racines, je tourne en rond, en fait. Hein. Si j'ai besoin d'une racine pour factoriser, pour trouver les racines, mais, un problème. Il y a un petit mais. Il y a un petit mais. Il y a que pour factoriser, j'ai pas besoin de toutes les racines, j'ai besoin de une racine. Et donc la stratégie, c'est qu'on va trouver au pif, littéralement, au pif, on va trouver une racine. Une fois qu'on a une racine, on va pouvoir factoriser. Et on va pouvoir faire appliquer le produit nul pour appliquer après les méthodes de résolution des premiers et deuxième degrés pour trouver les autres racines. Donc la strate d'Horner, c'est au pifomètre trouver une racine, puis factoriser, puis trouver les autres. Ça, c'est la stratégie. Et donc la racine, on doit la trouver au pif. Vraiment, il n'y a pas de truc. Enfin, il y en a quand même un petit. Il y a un petit truc. Le petit truc, c'est prier bien fort pour qu'une des racines soit entière. Parce que si toutes les racines sont de la forme moins 15 plus racine de 17 sur 38, vous saurez jamais trouver cette racine au pif. Jamais. Donc celle-là, vous pouvez la laisser tomber. La stratégie de Horner, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous auriez factorisé x moins un nombre à trouver, ça c'est la racine à trouver, fois... Bah, il y aura vu que je dois arriver à du 3e degré, il me manque du degré 2, donc peut-être du... j'ai déjà un A qui est pris, je vais mettre... je sais pas moi, dx carré plus bx plus c. Eh bien, la stratégie, c'est que quand je vais distribuer tout ça, donc tout ça, ça me fait mon 3e degré. Hein. Ma stratégie, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'aurai trouvé ma racine, eh bien, quand j'aurai factorisé, mon polynôme ici sera égal au produit de ces deux-là. Produit de ces deux-là, ça veut en particulier dire que si je fais A fois C, eh bien j'ai le 8, j'ai le moins 8. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire que si le A et le C sont entiers, ce qui est déjà une grosse condition, hein, si le A et le C sont entiers, alors leur produit fait moins 8. Enfin, le produit de moins A et de C. Enfin, le produit de A et de C fait 8. Au signe près. Ça vous dit une chose. Ça vous dit que s'il y a une solution entière, alors on a une chance de la trouver parce que c'est un diviseur de 8.
Par contre, si aucune des racines n'est entière, ben dans ce cas-là, c'est foutu. Voilà, si aucune des racines n'est entière, vous ne la trouverez jamais. De nouveau, si on vous donne l'exercice, c'est parce qu'il y en a une. On ne sait pas trouver 3 racines irrationnelles vraiment dégueulasses au pif, ou alors il faut vraiment un pif de fou, mais même moi je l'ai pas. Après les années quand même, j'ai quand même pas. Bon, il y a des gens meilleurs que moi, hein, peut-être qu'ils l'ont, mais c'est assez improbable qu'il l'ait. Qu'ils soient meilleurs que moi, c'est probable, même pas qu'il l'ait. Donc voilà. Ici, donc la stratégie d'Horner, c'est je prie pour qu'il y ait une racine entière, je la trouve en cherchant en priorité parmi les diviseurs du terme indépendant. Et du coup, une fois que j'en ai une, je peux faire la division euclidienne, le tableau d'Horner notamment, dans le but de factoriser, dans le but de faire le produit nul. Ok, je vais revenir sur cette stratégie-là après avoir résolu l'exercice. Mais donc voilà, c'est ça qu'on va faire. Parmi les diviseurs de moins 8, on va chercher s'il y a des racines. Qu'est-ce qu'on a comme diviseur de moins 8? Eh bien, on a donc les div de moins 8, avec le signe, hein, du coup. On peut prendre des diviseurs positifs ou négatifs. On peut avoir 1, 2, 4 et 8, ou alors les négatifs. Voilà. Voilà nos candidats solutions entières. Eh bien, on va chercher. Maintenant, c'est au pif. Hein. Bah donc, cherchons. Est-ce que 1 au cube, donc ça fait 1 plus 3 fois 1, moins 6, moins 8 égale 0. Non. Non, et j'ai des nombres négatifs. Donc, je vais essayer de prendre un peu plus de nombres positifs plus grands, histoire que les exposants jouent un peu leur rôle. On va essayer avec 2. 2 au cube, ça fait 8. Plus 3 fois 2 au carré, moins 6 fois 2, moins 8. Est-ce que ça marche? J'ai 8 moins 8, ça fait 0. 2 au carré, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. 12 moins 12, ça fait 0, c'est bon, j'ai trouvé. Peut-être c'est vraiment du pif, hein. C'est vraiment du pif. Au pire, vous essayez les 8. Comme vous voyez, il y a moyen d'avoir un petit peu d'intuition. L'intuition, ça vient avec le temps, hein. Vous vous entraînez, quand vous en avez fait 50, ça ira mieux. Et donc voilà, là, j'ai trouvé 2. Ok, super, je peux effacer tous mes essais. Hop, on a donc trouvé. On a trouvé que ce polynôme-là, il est divisible par x moins 2. Et donc, on va faire un tableau d'Horner, une division euclidienne, hein, vous pouvez faire la division écrite, c'est la même chose. Et on va donc diviser par x moins 2. Donc, pour l'instant, je vais chercher mon quotient. Donc, je sais que mon polynôme, x cube plus 3x carré moins 6x moins 8 est égal à x moins 2 fois le quotient que je vais chercher. Et plus 0, je suis certain que le reste va être 0. Donc là, je suis certain que dans mon tableau d'Horner, je dois avoir 0. Et là, pour le tableau d'Horner fonctionne comment? Vous divisez par x moins 2, donc vous écrivez 2 ici. Ensuite, je vais prendre tous les coefficients, même ceux qui ne sont pas présents, de ce polynôme. Alors ici, ils sont tous présents. On a 1 fois x cube, 3 fois x carré, moins 6 fois x et moins 8. S'il y en avait un qui n'était pas présent, j'aurais quand même mis 0 pour indiquer qu'il y en avait 0. C'est important. Ensuite, on complète. Alors, on descend ici. 1 fois 2, 2. 3 plus 2, 5. 5 fois 2, 10. Moins 6 plus 10, 4. 4 fois 2, 8. Et vous saviez déjà que moins 8 plus 8 fait 0. Si vous n'aviez pas 0 ici, vous vous êtes planté. Ok, et donc maintenant je peux lire mon quotient. Mon quotient d'Horner, il est écrit ici. Et donc il se lit, attention, ça c'était de ça, dividende. Oups, j'ai oublié le moins 8. Ça, dividende, degré 3. Diviseur, degré 1. Donc quotient, degré 2. Comme ça, quand je vais multiplier mon degré 1 par mon degré 2, ça va faire mon degré 3. Et le reste, il doit être de degré inférieur au diviseur, c'est-à-dire de degré 0, donc un nombre. Et ici, en plus, c'est 0. Donc, évidemment, ça, on le savait, c'est clair. Et donc, je peux écrire mon quotient ici à droite. Mon quotient, c'est donc 1x carré plus 5x plus 4. Ce qui veut dire que mon équation, maintenant, je vais reprendre la résolution d'équation. Eh bien, je peux continuer la résolution avec x moins 2 fois x carré
plus 5x plus 4 égale 0. J'ai donc réussi à factoriser. J'ai trouvé au pif une solution, qui était 2, qui m'a permis de factoriser. Et donc, j'arrive à la version factorisée. C'est donc un produit qui fait 0. C'est un produit nul. Je peux appliquer la règle du produit nul, c'est-à-dire que soit le premier fait 0, soit le deuxième fait 0. Alors, pour le premier, je peux le résoudre très facilement. Ça veut dire que x est 2. Et pour le calculer le deuxième, on va calculer un delta. Ou sommet produit. Hein. Là, si vous connaissez sommet produit, let's go. Hein. Là, il me crie sommet produit. Hein. Mais bon, si vous connaissez, sinon delta, ça marche toujours. Faites la méthode de votre choix. On a b carré moins 4ac, ce qui fait donc 25 moins 16, ce qui fait 9. Et donc les solutions, c'est donc moins 5 plus ou moins racine de delta sur 2a. Ce qui fait comme solution, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Moins 5, moins 3, ça fait moins 8. Sur 2, ça fait moins 4. Et on a 3 solutions qu'on peut vérifier, 3 solutions entières. Hein, et on peut évidemment retrouver que le moins 4 et le moins 1 sont bien des diviseurs de moins 8. Comme on l'avait dit. On a trouvé une, on aurait pu aussi trouver celle-là. En gros, il y avait plein de possibilités ici, c'est vraiment trop bien. Eh bien voilà, techniquement notre solution elle est résolue, je vais quand même vérifier mes solutions, surtout vu tout ce qu'on a fait. Là, si vous ne le faites pas, je sais vraiment pas ce qu'il faut. On a des solutions entières super gentilles, dont moins 1, et on a fait plein de trucs. Donc là, on vérifie à 100% dans l'équation de base, hein, dans l'équation, dans l'énoncé qui vous était donné. Et donc par exemple, on peut vérifier avec 2, 2 c'est celle qu'on a déjà un peu fait, mais bon. 2 fois 2 au cube, plus 6 fois 2 au carré, moins 12 fois 2, moins 16, est-ce que ça fait bien 0 2 fois 2 au cube, ça fait 16, plus 6 fois 4, 24. Donc là, pour l'instant, j'ai un total de 40. Moins 12 fois 2, ça fait moins 24. Moins 16, bah ouais, en fait 16, moins 16, 24, moins 24, c'est bon, ça fait 0. Super, ma solution 2 fonctionne. Excellent. Et est-ce que ma solution moins 1 fonctionne? C'est donc 2 fois moins 1 au cube, donc moins 1. Plus 6 fois moins 1 au carré, donc ça fait 1, moins 12 fois moins 1, moins 16, c'est-à-dire moins 2 plus 6 plus 12, moins 16. 12 moins 2, ça fait 10, plus 6, ça fait 16, 16 moins 16, ça fait 0, super, ma solution fonctionne. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les chances que le moins 4 fonctionne. Le moins 4, je vais évidemment pas le vérifier. Pourquoi? Évidemment, parce que je vois qu'il y a un cube et que j'ai absolument pas du tout envie de calculer moins 4 au cube. Même si c'est faisable, hein. 64? Ouais, 64. Mais c'est faisable, mais flemme. Vous pouvez le faire, hein, sur le coup. Ouais, j'étais en mode, allez, fais-le. Bon, allez, c'est bon, je le fais. Let's go. De toute façon, j'ai déjà calculé 2 fois moins 64. Plus 6 fois moins 4 au carré. Moins 12 fois moins 4. Moins 16. Alors, ça fait quoi 2 fois 64, ça fait 128. Plus, alors 4 au carré, 16. 16 fois 6, oh, damn. 16 fois 3, 48 fois 2, 96. Plus 12 fois 4, 48. Moins 16. Yes, j'ai totalement envie de calculer ça. 96 plus 8, ça fait 104. 104 plus 40, ça fait 144. Et 128 plus 16, ça fait 138 plus 6, ça fait 144, c'est bon! Voilà, excellent. C'est fait. Bon, en vrai, en toute honnêteté, moins 4, je le ferai pas. C'est juste parce que je suis devant une vidéo, là. Comme ça, c'est fait pour le futur. C'est bon. Mais sinon, je le ferai jamais. Je ferai les deux autres. Voilà. Et donc, je voulais revenir sur la stratégie générale de Horner. Donc, maintenant, concrètement, si vous repassez la partie sur la loi du reste, après coup, je vous conseille, en vrai, une fois que vous avez compris la résolution et les stratégies de résolution ici, je vous invite à repasser la loi du reste après, pour vous comprendrez mieux après avoir un petit peu manipulé la pratique derrière. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire comme stratégie? Donc, j'ai d'abord divisé par 2 parce que je voyais que tous les coefficients avaient un 2 là. Comme ça fait des plus petits nombres, c'est mieux pour la suite. J'obtiens cette équation-ci. Cette équation-ci, elle est du 3e degré. Je ne peux pas mettre en évidence parce qu'il y a un terme indépendant. Et donc, je pars sur Horner. Horner, il va falloir trouver une solution. La solution, je vais prier pour qu'elle soit entière. Et je vais donc chercher parmi les diviseurs de moins 8. Parmi les diviseurs de moins 8, positif et négatif.
1, 2, 4, 8, moins 1, moins 2, moins 4, moins 8. J'ai trouvé au pif 2, j'aurais pu trouver une autre, mais j'ai trouvé au pif 2, et donc comme dès que j'ai trouvé une solution entière, je passe une division euclidienne. Je l'ai écrite sous la forme de Horner, j'ai expliqué comment est-ce qu'on fait Horner, de manière à écrire dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Et je savais que le reste c'était 0, puisque quand j'avais remplacé x par 2, ça faisait 0, ça c'était la loi du reste. Et donc ça veut dire que dividende égale diviseur fois quotient, autrement dit que c'est factorisé. Une fois que c'est factorisé, c'est ceci, hein, puisque mon dividende là est diviseur fois le quotient, donc c'est factorisé, et donc je peux appliquer produit nul pour avoir une solution, une équation du premier degré que je sais résoudre, et une équation du deuxième degré que je sais résoudre. Et voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Beaucoup plus longue pour la partie 2, mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord. Eh bien, à la prochaine. Salut!